Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de l'année 2015 de notre synthèse hebdomadaire de l'actualité et télécom. Et je suis comme toutes les semaines en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet ô combien important pour les grandes entreprises, l'outsourcing avec un marché en pleine évolution, je dirais même peut-être même en régression. Alors effectivement, c'est les deux. Donc on sait que c'est une activité importante pour les grandes entreprises. Principalement, c'est elles qui sont concernées par ça. Et en gros, l'idée, c'est de faire faire par d'autres ce qu'on pourrait faire en interne, parce que ça apporte beaucoup d'avantages. Et donc, c'est une voie qui s'est largement développée ces 15-20 dernières années, en destination principalement des sociétés indiennes qui ont été les principaux contractants de toutes les affaires qui ont été signées. Et donc l'idée, c'est que, pour le dire vite, l'outsourcing n'est plus ce qu'il a été. Donc quelques chiffres. En 2014, on était à 120 milliards de dollars. Donc ça, c'est l'ensemble des contrats qui ont été signés au niveau mondial. On était à plus de 200 milliards il y a seulement 4 ans. Donc il y a une régression importante. Et donc ce changement, il se traduit également par des changements des contrats eux-mêmes. Donc les méga contrats qu'on a connus il y a quelques années ne sont pas reconduits de la même manière. Les nouveaux contrats sont à périmètre plus petit, donc soit des périmètres fonctionnels, soit dans le temps, et donc ça se traduit par des contrats moins importants. Un seul chiffre, si on prend les 100 plus importants contrats qui ont été signés en 2014, on est à 450 millions de dollars, on était à 550 millions il y a seulement 4 ans. Donc on voit bien que les contrats se réduisent. Bon, ça c'est une évolution qui est liée au comportement des entreprises, aux décisions que prennent les DSI. Et puis évidemment, il y a une influence des technologies, donc la montée du cloud, qui joue un rôle important. Alors, comme on l'a dit, l'outsourcing, c'était pas synonyme d'Inde ou de sociétés indiennes, mais une bonne partie de ces contrats étaient signés avec des intégrateurs ou des SS2I indiennes. Et donc, évidemment, ça se traduit là-bas par une baisse d'activité. Donc, le NASSCOM a donné, donc le NASSCOM, c'est un peu l'équivalent du Syntec en Inde, et donc a donné quelques chiffres. Là où il y avait 270 000 nouveaux emplois qui étaient créés au pic de l'activité, on devrait retomber l'année prochaine à 200 000, donc il y a toujours une création, mais qui s'est fortement ralentie. Et puis le différentiel, alors tout ça, un autre facteur important, tout ça est lié au fait que le différentiel entre les salaires des ingénieurs, des développeurs indiens et des développeurs soit européens, soit américains se réduit. Et là, les chiffres sont assez parlants, puisque là où on pouvait être il y a 10-15 ans dans un rapport de 1 à 10, on est aujourd'hui dans un rapport qui est plutôt de 1 à 4, 1 à 5. En Inde, en moyenne, le salaire d'un développeur ingénieur, c'est de l'ordre de 20 000 dollars par an, entre 20 et 25 000. Ça, c'est une moyenne. Aux États-Unis, on est à 90 000. Donc, on voit que le rapport a tendance à se réduire, ce qui fait que l'avantage concurrentiel de contracter avec des sociétés indiennes, eh ben, il a tendance à diminuer. Donc, tout ça, c'est vraiment une évolution qu'on connaît dans d'autres secteurs, mais qui se traduit, on appelle ça alors on parle de insourcing, c'est-à-dire qu'on rapatrie un certain nombre d'activités en interne. Donc c'est un phénomène qu'on connaît dans d'autres secteurs, mais qui touche également notre secteur et qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention dans les mois qui viennent. Alors justement, vous parlez d'insourcing, on continue à parler de RH. Et non pas le Syntec, pardon, le SIGREF, oui, qui sort sa nouvelle nomenclature, qui est l'occasion de voir un petit peu comment les métiers évoluent au sein des DSI, j'allais dire franco-françaises. Absolument. Et je pense que ça se traduit dans d'autres pays. Tout à fait. Effectivement, alors, le SIGREF, on le sait, c'est le regroupement des grandes entreprises. Donc, c'est le CAC 40 plus quelques autres. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en gros, 100-150 entreprises. Parce que, évidemment, dans les PME,
le directeur informatique ou le DSI, il fait un peu tout. Mais alors, dans les grandes entreprises, alors ce qui se passe, c'est que donc, effectivement, le SIGREF a sorti sa nouvelle nomenclature. Donc, elle met à jour, c'est un peu comme le dictionnaire qui chaque année fait entrer de nouveaux mots. Là, le SIGREF, dans sa nomenclature, fait entrer de nouvelles fonctions. Et donc, cette année, en fait, il y a trois métiers qui sont décrits de manière assez détaillée. Alors, il y a tout d'abord l'architecte d'entreprise. Et puis, il y a tout ce qui est lié au phénomène du big data qui se traduit par la création de 2 postes différents. D'un côté, le data analyst et de l'autre, le data scientist. Alors, on ne va pas les détailler, évidemment, parce que ce serait beaucoup trop long. On peut se reporter à la fiche que le SIGREF a proposée sur son site web. Juste en quelques mots, l'architecte d'entreprise, en fait, c'est un poste un peu charnière entre donc c'est un poste qui se situe au niveau de la DSI et de l'organisation. C'est un poste charnière entre, on va dire, le système d'information et l'entreprise, qui fait un peu le lien entre le SI et les métiers, et qui fait en sorte qui s'assure que le système d'information, qui maintenant finalement la colonne vertébrale de toute l'entreprise, il n'est plus d'entreprise aujourd'hui qui puisse faire quoi que ce soit sans système d'information, c'est une évidence. Et donc s'assure que le système d'information soit bien là, soit aussi agile et réactif que possible pour implémenter les stratégies de l'entreprise. Donc ça, c'est pour l'architecte de l'entreprise. Alors maintenant, les 2 autres postes, data analyst et data scientist, alors là, l'idée, c'est, bon, ça consacre le big data, on voit bien que c'est pas nouveau, on en parle depuis un certain nombre d'années, mais finalement, on arrive, alors autant il y a quelques années, c'était des gens qui étaient formés sur le tas, qui venaient d'horizons divers et qui acquéraient de nouvelles compétences un peu par eux-mêmes. Là, c'est quelque chose qui est en train de se structurer, et je dirais que, pour les décrire assez rapidement, le data analyst, c'est plutôt celui qui est tourné vers les technologies et qui va faire en sorte que les bonnes technologies soient à la disposition de l'entreprise pour faire toutes les recherches qu'elle souhaite entreprendre. Et puis le data scientist, c'est plutôt celui qui va justement faire l'utilisation de ces outils pour essayer à la demande des métiers ou pour ses besoins propres, va essayer de faire des recherches pour essayer de trouver quelles sont les tendances de comportement des clients pour affiner la stratégie, ces genres de choses. Donc voilà les 3 nouveaux postes qui sont apparus, et je pense que c'est intéressant, ce sera intéressant évidemment pour les grandes entreprises qui sont confrontées à l'embauche de ces nouvelles compétences, pour détailler un peu leur description de poste. Je pense que ce sera un outil qui sera très, très intéressant pour elles. Alors, sans transition, si on peut dire, on parle du nouveau bébé, ou enfin, pas aussi nouveau que ça finalement, en tout cas d'un des bébés sur lequel travaille beaucoup IBM, c'est Watson. Qui est à la fois distribué par Steria, et puis qui a quelques difficultés de mise en œuvre. Voilà, alors bon, difficulté de mise en œuvre, effectivement, ça, on le sait, mais enfin, on sait que Watson, c'est vraiment un des piliers de la stratégie à long terme d'IBM. Donc, rappelons en 2 mots, Watson, c'est un système cognitif, donc qui a un certain nombre de composantes, mais qu'IBM a révélé il y a 4 ans maintenant, mis à jour au grand public avec une émission de télévision aux États-Unis. C'est un jeu, donc c'est pas Julien Lepers, mais c'est son équivalent là-bas. Et donc c'est le jeu Jeopardy qui se singularise par le fait qu'on ne pose pas de questions pour avoir une réponse, on pose la réponse pour avoir la question. Donc c'est un peu bizarre comme manière de procéder. Et donc ça nécessite à la fois une grande maîtrise, une grande mémoire, et une maîtrise du langage naturel. Et donc ça, le système Watson avait réussi à combiner tout ça, donc avec en particulier une avancée assez importante sur
le traitement du langage naturel, et donc avait battu les meilleurs champions de ce jeu. Et donc c'est un peu ça ce qui avait propulsé Watson au devant de la scène. Donc ça c'est l'aspect, je dirais, technologique. Bon, évidemment, IBM ne fait pas ça pour amuser la galerie, mais entend bien en faire un vrai business. Et donc c'est un peu ça qui prend un peu de temps à se mettre en place. Donc rappelons que IBM a créé une structure, un groupe Watson dédié, qui est basé à New York, qui a 2000 personnes, donc c'est quelque chose d'important. Et donc le décline suivant différents secteurs, sachant que le premier secteur qui a été très demandeur, c'était le secteur de la santé, et en particulier un certain nombre de grands hôpitaux américains qui utilisaient ça pour, en particulier, l'aide au diagnostic dans le domaine du cancer, de l'oncologie. Et donc IBM le décline suivant différents secteurs. Donc il y a eu récemment des annonces qui ont été faites dans le e-commerce. Et donc l'actualité là, c'est que la bonne nouvelle, c'est que IBM a contracté à nouer un partenariat avec Sopra Steria pour la mise en place d'un centre d'expertise de compétences qui sera basé à Lille. Donc il va s'ouvrir dans les semaines qui viennent. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour nous, pas pour IBM bien sûr, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est-à-dire nous la France, c'est que IBM a décidé d'implanter son centre Watson Internet des objets, puisque c'est un nouveau pan pour lequel Watson aura un rôle important à jouer, a décidé de l'implanter à Munich. Et donc là pour le coup c'est une décision stratégique importante, puisqu'on parle quand même de près de 1 million ingénieurs, développeurs, data scientists. Donc, un millier, j'ai dit 1 million ? Oui, donc ça fait 1 million, ça fait un peu beaucoup. Donc 1 millier de personnes, mais c'est quand même important. Bon, malheureusement, IBM a fait le choix de l'installer en Allemagne et pas en France. C'est un peu dommage pour nous, mais c'est comme ça. Et alors on continue toujours à changer complètement d'univers. Pour la semaine à venir, évidemment, vous avez choisi de nous parler de Noël, et du Père Noël, et les enfants croient-ils encore au Père Noël? Voilà, alors c'est un sujet effectivement très important. Il se trouve qu'une société dont j'aurais presque envie de taire le nom, parce qu'il est quand même un peu particulier, c'est une société qui est dans le domaine du VPN, qui s'appelle Hide My Ass. Donc je vous épargnerai la traduction française. Et donc a proposé une petite étude amusante, entre guillemets, qui est de savoir à quel âge les enfants ne croient plus au Père Noël. Et donc, en fait, c'est assez amusant parce que si on prend le cas de la France, donc l'idée c'est que chaque ville a un âge moyen à partir duquel les enfants ne croient plus au Père Noël. Et il y a une disparité assez importante, puisque la ville où les enfants ne croient plus au Père Noël, le plus tôt c'est Bordeaux, même pas 6 ans et demi, alors qu'à Dijon, à 7 ans et demi, les enfants croient encore au Père Noël. Donc quasiment 1 an d'écart, c'est quand même assez étonnant. Bon, c'est amusant. Alors, la raison alors, autre évolution, c'est que finalement, les enfants arrêtent de croire au Père Noël à peu près 1 an avant que leurs parents croyaient encore au Père Noël. Donc bon, ça veut dire, on pourrait dire d'un côté une maturité plus rapide. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je laisserai le soin aux psychologues de donner la réponse. Alors évidemment, pourquoi tout ça? Et donc, en particulier, un élément de l'étude montre que ces enfants, donc de 7 ans, rappelons que 7 ans c'est l'âge de raison. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir l'âge de raison et de ne plus croire au Père Noël? On peut se poser la question. Qui est que ces enfants, donc encore en culotte courte, passent près de 9 heures par semaine sur Internet. Donc c'est quand même important, significatif. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? On ne sait pas. Peut-être que les enfants tapotent pour savoir si le Père Noël existe encore et qu'ils trouvent toutes les réponses qu'ils ont envie de savoir, sachant qu'ils peuvent aussi se poser la question de savoir si le Père Noël est une ordure, mais ça c'est une autre question.
Et pour conclure, le dernier sujet de l'année, finalement, oui. Coup de gueule, et on parle d'Orange, qui a une petite amende de quelques centaines de millions d'euros. Oui, alors là, effectivement, là, c'est un grand coup de gueule. D'habitude, on est assez modéré, mais là, c'est vraiment un grand coup de gueule. Donc, c'est l'autorité de la concurrence qui a infligé cette semaine une amende de 350 millions d'euros. Donc là, on parle bien millions d'euros, à Orange pour pratiques anticoncurrentielles, à la fois dans le mobile et dans le fixe, pour les entreprises. Donc, voilà, ça c'est pour 4 pratiques anticoncurrentielles. Donc ça c'est le libellé de l'amende. Et alors, en fait, si on regarde sur le site d'Orange, Orange avait précédé un petit peu l'annonce de l'autorité de la concurrence et a publié en début de mois un petit communiqué qui dit que, en gros, qui laisserait penser que tout ça n'est pas trop grave parce que ce sont des faits qui remontent à une période lointaine, comme si le fait que ce soit lointain excuse la chose. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que, si on se souvient bien, il y a quelques années, c'était pas plus tard qu'en 2005, donc ça veut dire cette période lointaine, Orange, avec ses 2 autres concurrents de l'époque, avait été également sanctionné pour des pratiques pour entente. Là, c'était à 3, à peu près 500 millions d'euros. Et donc, finalement, si les deux si la première affaire est lointaine, ça veut dire que ces deux amendes sont pour des faits à peu près concomitants, à peu près en même temps. Et donc, ça veut dire que, à cette époque-là, Orange avait des pratiques quand même, plutôt particulière. Sachant que dans l'histoire, on a l'État qui est encore un peu actionnaire d'Orange, donc qui va... Ce qu'il perd d'une main, il va le voilà, reprendre de l'autre. Donc il va effectivement en récupérer un peu plus que ce qu'il va en donner. Et puis le dernier point, c'est que l'autorité de la concurrence a fait fort cette semaine parce qu'en plus de cette amende-là, elle a infligé une amende. Alors là, c'est une vingtaine de sociétés dans le domaine du transport de la messagerie pour plus de 700 millions d'euros. Donc la même semaine, ça fait près d'1 milliard d'euros qui vont entrer dans les caisses de l'État. Finalement, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que les entreprises ont des pratiques un peu douteuses. C'est une bonne nouvelle pour l'État qui récupère de l'argent dont il a bien besoin aujourd'hui. Et bon, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci Guy. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve donc dorénavant en 2016. À bientôt, merci.